Donc, bonjour à tous, je suis Elodie Mirouf, éducatrice spécialisée de formation. J'accompagne des adultes avec TSA et déficience intellectuelle. J'accompagne également les aidants dans la création de projets d'habitat inclusif et je supervise des équipes aussi. Je suis également famille d'une personne avec un TSA et trouble et une déficience intellectuelle. Pour ma part, je travaille sur tout ce qui est en lien avec l'autisme. Ça peut être très vaste. Ça peut être des analyses un peu de pratique. Ça peut être du travail un peu dans les structures médico-sociales. C'est aussi avec les entreprises. En fait, c'est assez vaste. Et pour ma part, j'ai une spécialité plus avec le handicap sans déficience intellectuelle. Mais c'est pas forcément une spécificité. On va en parler. Vous verrez que les différences, il peut y en avoir de temps en temps, mais en fait, il n'y a aucun moment où c'est ferme. Donc, vous pourrez tirer de cette formation tout ce qui vous semblera pertinent. Donc, à vous de pas forcément besoin de délimiter dans les cases handicap intellectuel ou pas. Voilà. Et du coup, je suis moi-même personne autiste, diagnostiquée au Centre Expert de Versailles. Je vous propose qu'on commence du coup. Alors voilà, du coup, il y a la diade autistique. Il va falloir qu'on fasse un rappel. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà. Mais on est obligé de rappeler parce que par rapport à la formation, il y aura une logique par rapport à tout ce qui va être dit. Donc la diade autistique, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va voir de visible chez la personne autiste. Ce sont la communication et l'interaction sociale, et c'est les intérêts restreints et répétitifs. Donc ça, ces deux parties-là, c'est ce qu'on va voir de l'autisme, et ça doit être présent dès les étapes précoces du développement. Petite précision qui est que même si ces signes sont présents dès les étapes précoces du développement, vous remarquerez qu'effectivement, ces troubles peuvent donner l'impression de s'intensifier ou au contraire d'être un peu moins présents. En fait, le fonctionnement de la personne autiste ne change fondamentalement pas. Ça reste un fonctionnement, ça n'est pas une maladie qui devient plus ou moins présente. En revanche, on remarquera que ces signes peuvent s'intensifier si jamais il y a des troubles associés par rapport aux aléas de la vie, ou au contraire si elles se suradaptent. Mais dans ce cas, c'est de la suradaptation, c'est de l'adaptation. Ça n'est pas forcément que l'autisme devient de moins en moins présent, ça c'est un point essentiel à rappeler. Et cette diade autistique, du coup, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas et ce qui est en dessous, c'est le fonctionnement sensoriel et cognitif qui explique ces troubles du spectre de l'autisme. Donc on l'a dit, l'autisme, c'est effectivement une particularité, ça n'est pas une maladie, ça fait partie du fonctionnement. La personne autiste aussi, c'est important de le préciser, elle est autiste, mais elle est aussi un garçon, une fille, elle a son éducation, elle a son expérience de vie. Il y a bien des facteurs qui rentrent en compte dans la vie de la personne. Donc ces phrases qu'on peut parfois entendre de dire la personne est autiste, donc elle ne peut pas faire ça, euh, ça n'est pas pertinent, dans le sens où chacun a son expérience de vie, chacun peut évoluer. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a aucune impossibilité ferme face aux choses. L'évolution sera toujours possible d'une manière ou d'une autre, peut-être jusqu'à une certaine limite, mais en tout cas, il y aura toujours de l'évolution à faire et les phrases qu'on entendait autrefois ne sont plus d'actualité de dire il est autiste, donc il aura ce handicap à vie, ça, oui, mais en tout cas pas forcément avec les difficultés qu'il a quand il est enfant. La personne est unique, donc on a tout le fonctionnement de la personne autiste, ça c'est sûr, mais la personne est avant tout unique, et ça va être le plus important, on verra ça dans la slide suivante, ce qui va être dit. Ceci étant dit, on ne peut pas séparer l'autisme de la personne, à savoir que l'autisme c'est imbriqué dans le fonctionnement et dans le développement de la personne autiste, mais pour autant la personne n'est pas uniquement autiste, n'a pas que ça, donc c'est vraiment faire ce travail de se dire que l'autisme fait partie de la personne, ne peut pas être en dissociée, mais elle est bien d'autres choses également. Et on aborde le point peut-être le plus important de la formation par rapport à ces troubles du spectre de l'autisme. La personne est au centre de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir les repères qu'on a d'habitude. Les repères pour l'autonomie, le quotidien, c'est comment c'était avant. Ça n'est pas les autres. On aura souvent ces références, ces repères de comment sont les autres enfants, par exemple, ou les autres adultes. Ça n'est pas forcément pertinent. Dans le cas de l'autisme et dans le cas de toute chose, le repère, effectivement, c'était avant. Je vous donne cet exemple parce que j'ai beaucoup travaillé en anecdotes. Donc c'est là où il faudra faire un peu le parallèle entre la formation et les anecdotes, les témoignages. Mais il y a une personne autiste qui s'est retrouvée à travailler dans une structure, dans une école, et qui a s'était assise pendant tout le cours et n'a pas sorti son cahier. Donc la professeure, à la fin du cours, a dit, bah, c'est dommage, il aurait pu quand même au moins sortir son cahier. Et la ESH était très pertinente puisqu'elle lui a dit, la fois d'avant, il ne s'est même pas assis. Il y a une évolution.
Et il faut favoriser cette évolution, on va dire, féliciter, et voir un peu qu'il y a eu quelque chose de gagné au lieu de voir ce qui n'est pas fait. Donc peut paraître évident, mais c'est une précision qu'il faut vraiment rappeler. Dernier point par rapport à l'autisme, c'est que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, reste pertinent pour tout le monde d'une certaine façon. Il n'y a aucun moment où pour l'autisme, on va retrouver quelque chose qui est spécifique au TSA, bien spécifique uniquement au TSA. Et c'est pour ça que les diagnostics peuvent prendre une semaine en centre expert, c'est parce que donc c'est des choses qui peuvent être compliquées à voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on va dire. Si on dit une personne autiste elle a ça, on pourra me dire bah oui, nous aussi. C'est vrai, à la différence que là où ça peut être une difficulté pour quelqu'un, ce sera une souffrance pour la personne autiste. Voici un peu le plan du webinaire. On aura l'évaluation de départ, on aura structuré le temps, l'espace, la planification des activités, le scénario social, les activités, comment renforcer les comportements, l'importance des temps calmes, évaluer l'évolution des compétences et l'importance des guidances, et on fera un petit point à la fin pour la réponse aux questions. Et je vais laisser les Dodi parler d'évaluation de départ. Voilà, donc concernant l'évaluation de départ, elle consiste donc à évaluer les compétences sociales et cognitives ainsi que de communication de la personne qui est accompagnée. Il semble nécessaire en fait de mettre en place cette évaluation afin de partir d'un point de départ et de savoir quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour pouvoir accompagner la personne de manière pertinente. Ensuite, nous pourrons, suite à ça, donc mettre en place des observations aussi cliniques avec différents outils aussi. On pourra donc évaluer, il peut y avoir des outils standardisés tels que les Vineland, le FI, les TTAP, les Comvor en fonction du niveau de la personne. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé au CDEA, de la Pitié-Salpêtrière, il est vrai ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, c'est des outils d'évaluation standardisés qui peuvent être un petit peu complexes et autres. Mais à savoir que non, on accompagne des personnes avec un TSA, c'est vrai qu'on est en permanence en train on s'adapte. Après, on peut prendre un FI et adapter, mettre quelques petites choses en place, essayer de passer des étapes du test, et puis après, on reprend plus tard. Et surtout, faire ce test dans un lieu qui est familier pour mettre la personne dans de bonnes conditions et de pouvoir avoir vraiment le meilleur de la personne et ensuite proposer des choses qui lui correspondent. Ensuite, on peut avoir aussi des grilles d'évaluation avec différents objectifs pour permettre d'accompagner au mieux et de répondre aux besoins et de réévaluer par la suite, puisqu'on le sait, les efforts, comme expliqué tout à l'heure Thomas, c'est vrai qu'il y a, souvent on a tendance on a du mal un peu à remarquer les efforts et il y a des choses qui peuvent être faites, mais comme ça, à l'œil nu, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, l'évaluation et le fait de noter, ça permet de revenir dessus et de voir que la personne a pu notamment évoluer à son rythme et de repartir un peu sur autre chose. Donc, pour l'accompagnement des personnes avec un PSA, notamment pour ma part, donc moi, comme j'ai dit, j'accompagne donc des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Euh, il est vrai que par moment, ça peut être un peu compliqué parce qu'on est un petit peu en manque de repères, de choses à mettre en place. Et là, on se dit qu'on va partir aussi pour structurer le temps. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire l'anxiété, la confusion, avoir un repère un peu dans le temps, on a quand même un peu des choses qui nous rappellent un visuel qui nous permet un peu de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Ça favorise aussi l'autonomie. Ça permet de limiter dans certains cas les comportements des filles, les troubles du comportement, et de travailler sur la flexibilité aussi, et d'améliorer la communication et l'anticipation. Donc, Travailler sur le temps aussi, ça peut être très important sur des temporalités définies possibles au maximum. C'est-à-dire que si, par exemple, j'essaie aussi cet exemple, si les personnes autistes, ça va être difficile des fois de pouvoir parler du temps sans vraiment donner des modalités bien spécifiques. Je vous donne cet exemple d'une personne autiste qui me contactait pour avoir une réponse par rapport à un facteur qui était indépendant de moi. Il se trouve qu'effectivement, je ne pouvais pas lui répondre quand est-ce qu'on aurait une réponse. Généralement, dans l'idéal, il faut pouvoir donner un échelon. Dans cette situation bien spécifique, je lui ai proposé du coup de lui donner une réponse dans 2 semaines. Sans savoir si vraiment dans 2 semaines j'aurai une réponse, mais au moins il y aurait la suite des possibilités. Donc structurer le temps, effectivement, donner un peu des repères de temps, c'est généralement très important pour les personnes autistes, pour qu'ils aient au moins des repères et si ce n'est une décision finale, une étape finale, au moins des étapes intermédiaires.
Structurer le temps, de quelle manière? En le faisant donc avec la personne, en proposant donc un emploi du temps qui est adapté, qui peut être à travers des écrits, des pictogrammes, des objets, mais ça peut être également à travers un agenda ou autre. Utiliser également des séquentiels de travail qui permettent de maintenir la permanence de la tâche et de revoir un petit peu, lorsqu'on a un petit peu oublié ce qu'on devait faire, d'avoir un visuel, de revenir dessus. C'est souvent rassurant. La temporalité définie est très importante, comme disait Thomas précédemment. On définit un temps et pour la personne, elle va s'y référer et c'est ce temps-là qui va compter. Et lorsque ce sera mis en place, par exemple, avec un timer ou une montre ou autre, par la suite, la personne peut être plus autonome. Donc, ça va faciliter la compréhension puisque je prends un exemple, j'accompagne des personnes dans un cours de natation. Si on leur dit oui, ben, tu vas nager, une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas lire l'heure, on va lui dire bon ben voilà, tu nages 10 minutes, ça ne lui parle pas du tout. On va lui mettre le timer numérique, ça va pas trop lui parler, mais par contre si on lui met le timer avec le rouge, c'est plus simple de compréhension pour la personne et lorsqu'elle voit que c'est terminé, l'activité est finie, on passe à autre chose et la personne d'elle-même sort du bassin et continue cette activité. Donc, comme je le disais auparavant, donc structurer le temps à travers aussi des emplois du temps. Donc là, vous avez un exemple avec un emploi du temps écrit. Vous l'avez aussi sous forme de pictogramme et également sous forme d'objets pour les personnes qui ont accès à la compréhension à travers les objets. Dans l'accompagnement de la personne avec un TSA, il est important de pouvoir structurer l'espace afin de préparer l'espace de travail, le lieu, de rendre compréhensible ce qui est attendu. C'est-à-dire, par exemple, pour des personnes qui vont faire une activité cuisine, de mettre un tablier, ce qui signifie que l'atelier va débuter et lorsqu'on va terminer cet atelier, on enlève le tablier cuisine le tablier et l'activité est terminée. On s'inspire quand même de la méthode Teach, qui est quand même de structurer l'espace, de travailler de façon avec des repères de gauche à droite. À gauche, le travail est présent et à droite, c'est la fin du travail. Tous ces repères-là, avec aussi une proposition de séquentiel de travail, que ce soit objet, image ou écrit, avec des précisions aussi qui permettent d'éviter la confusion. Des espaces clairement définis. Donc, comme je le disais, par exemple, pour le cours de cuisine, on va se rendre dans une cuisine avec des choses qui font penser à la cuisine. C'est plus facile puisque faire un cours de cuisine ou autre dans un espace qui n'est pas dédié à cette activité, c'est un peu difficile de compréhension. Les lieux donc repères considérés comme acquis et reposants, limiter. C'est par rapport à ça, effectivement, toute petite précision, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des repères qui puissent être dans l'espace, considérés vraiment comme des lieux de repos. J'ai une phrase que j'avais entendue que j'avais trouvée très pertinente d'un psychologue qui avait dit qu'il retrouvait vraiment cette idée que la personne autiste se retrouvait vraiment dans une arène dès lors qu'elle était à l'extérieur, dès lors qu'elle était entourée de monde. Il faut qu'il puisse définir des lieux qui soient des lieux reposants, des lieux repères. Sinon, il est juste une arène de gladiateurs et ça n'est pas vivable pour lui comme pour personne. Par la suite, il est important aussi de limiter la saturation visuelle, puisqu'il est vrai qu'on peut être un peu dispersé lorsqu'il y a beaucoup d'informations. Donc, toujours dans une question d'accompagnement, il est nécessaire de limiter cette saturation et de limiter aussi les consignes verbales et de préférence de passer par le visuel, puisque quand la personne est en mesure d'entendre, enfin, de comprendre ce qui est attendu, ça ne pose pas de souci, mais il est vrai qu'à certains moments, il y a des personnes qui ne seront pas en mesure de dire lorsque ça ne va pas ou qui ne sont pas en mesure de demander une pause. Il est vrai que de passer par le visuel, ça peut limiter les troubles du comportement et la personne peut revenir à ce qu'elle était en train de faire et peut se recentrer sur ce qu'elle faisait et justement revenir un peu par la suite dans de bonnes conditions. Donc là, il y a quelques exemples de structuration de l'espace. Par exemple, en travaillant voilà, de gauche à droite, tout le matériel sur la première image est mis à gauche. Par la suite, on finit à droite. Là, sur la deuxième image aussi, il s'agit d'un jeune homme qui travaille pour une entreprise qui
fabrique des cosmétiques et qui importe à travers le monde des cosmétiques. Donc, il prépare son travail. Là, les tâches ont été prédéfinies. Par exemple, il doit mettre des choses sous pli, que ce soit tous les produits à envoyer, mais on ne va pas lui donner toutes les tâches en même temps. Donc, on a séquencé, on a découpé les séquences de travail dans un premier temps. Donc, il va mettre les adresses et le tampon sur l'enveloppe. Et dans un second temps, il reprendra cette enveloppe pour y mettre les produits à envoyer. Il fermera et par la suite, il pèsera ces mêmes enveloppes, toujours de façon séquencée. Donc, il y a également la généralisation des apprentissages. L'objectif aussi, lorsqu'on accompagne les personnes, c'est de pouvoir généraliser, puisque un apprentissage peut être acquis dans un endroit et lorsqu'on se rend dans un autre endroit, la compétence, elle peut être un petit peu encore en émergence. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir généraliser, donc de reproduire un peu dans les différents lieux d'accueil de la personne les apprentissages, c'est-à-dire que l'emploi du temps, elle le fait à l'extérieur, elle peut le faire à domicile, elle le fait partout où elle se rend, et de pouvoir le faire dans d'autres conditions aussi, dans un milieu qui peut être par exemple plus bruyant, où il y a plus de lumière, ou au niveau sensoriel, ça peut lui demander un peu plus d'effort. Et, euh, et par la suite, ça permet aussi de travailler tout ce qui est la communication. Là, vous avez donc une personne qui est non-verbale et qui échange donc un pictogramme pour faire une demande en fait du plat qu'il va commander au restaurant. Cette généralisation aussi a pour objectif de rendre plus autonomes les personnes. L'uniformisation, effectivement, va être très importante, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve souvent, j'ai vu ça avec beaucoup de familles, c'est chacun va avoir son pictogramme pour, par exemple, ou ses images ou ses repères pour manger. Et donc, à l'école, ça va être un autre repère parce qu'on se dit, bon, bah, on va lui donner une image de manger. Et pour la personne autiste qui va se retrouver avec trois pictogrammes différents ou trois repères différents par rapport à manger, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, il faut vraiment travailler de concert et aussi des fois ne pas réinventer l'eau chaude. Il y a des choses qui ont été faites avant, il faut pouvoir s'épuiser dessus aussi. Là, c'est un autre exemple donc, du jeune homme qui a, dans un premier temps, appris à travailler à l'extérieur. Ensuite, c'était sur table. Et par la suite, il a intégré donc une formation de commis de cuisine. Et donc, pour lui, c'était important tous les repères qu'il avait, la structuration qui a été mise en place, de la décliner et de la mettre également sur son lieu de formation. Donc, dans un premier temps, il l'a fait avec des pictogrammes et un séquentiel. Et par la suite, il a mémorisé que lorsqu'il arrivait, par exemple, pour sa tenue, il n'avait plus besoin de ce séquentiel, il le fait de lui-même. Et il prépare le matériel aussi maintenant de lui-même. Et il peut aussi être avec le chef qui lui propose la recette du jour, qui le corrige et, et qui, pour lui, c'est plus simple puisque l'environnement est clair. Donc, tout est déjà balisé. Donc, la compréhension est déjà plus simple, donc ça l'aide justement à réaliser la tâche. On parle souvent de désétayage, effectivement, par rapport à tout ce qui peut être peu à peu enlevé par rapport à tout ce qui est mis en place pour accompagner la personne autiste dans ses repères. Est-ce que c'est toujours nécessaire? On est aussi au repère par rapport aux autres, par rapport à avant. Si la personne autiste, elle est bien avec son repère, effectivement, c'est peut-être un peu étrange vu de l'extérieur qu'il ait ses repères visuels ou ses repères, un peu de pictogramme, mais en fait, au final, si ça l'aide, si ça le rassure, ça peut être important pendant un certain temps, voire le temps qu'il faudra. Donc ça n'est pas toujours une idée de toujours désétayer pour la personne autiste. Les repères, ça peut rester les repères et c'est toujours une charge en moins cognitive. Pour la planification des activités, on a trois types de situations qui vont donner lieu à trois types de façons de travailler différentes. Le premier, c'est le prévu prévisible, c'est-à-dire vraiment c'est ce qui va être dans le planning, dans l'agenda. Dans ce cas, on organise, on planifie et surtout on visualise, que ce soit bien visible d'une manière externe. On ne le fait pas juste à l'oral, ça c'est des choses qu'on répète souvent. Pour la personne autiste, les repères visuels, les repères de dessin, les repères d'écrit, c'est vraiment des repères qui sont fondamentaux, qui sont des traces écrites où il n'y a pas de place à l'interprétation, en tout cas moins par rapport à tout ce qui est non-verbal, qui peut être compliqué pour les personnes autistes. Donc dès lors qu'on sait où on va et ce qu'on fait, on organise, on planifie et on visualise sur un agenda bien défini à l'avance. L'imprévu prévisible. L'imprévu prévisible, c'est un bus qui ne passe pas, par exemple, quand on doit aller au travail. Et ben ça s'anticipe. Peut-être que pour vous, pour beaucoup de personnes non autistes, un bus qui ne passe pas, c'est peut-être juste un autre bus qu'il faut prendre.
Pour beaucoup de personnes autistes, c'est un plan entier qui s'effondre, c'est une autre façon de travailler, c'est un tout nouveau parcours qu'il faut mettre en place. Donc, il faut prévoir au maximum tous les imprévus prévisibles pour donner en amont des situations d'échange ou dire un peu comment la personne doit rebondir. On n'attend pas d'être confronté à cette situation pour dire, bon, bah là, maintenant, tu fais ça. C'est une source de stress énorme, d'angoisse. Donc, au mieux, on anticipe, ça ne coûte rien. L'imprévu imprévisible, c'est un attentat, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Dans ce cas, on accompagne, on rassure, et si possible, dès que les choses se sont un peu décantées, on explique à la personne autiste un peu pourquoi la situation est telle qu'elle est. Mais dans l'idée, dans l'immédiat, effectivement, on ne peut rien faire d'autre que d'être présent pour la personne autiste, comme pour les autres personnes d'ailleurs. Planification des activités, on est toujours, c'est accompagner la personne. On accompagne la personne, donc on ne fait pas dans l'idée au maximum, on évite de faire à la place. Évidemment, il y a des situations où on ne pourra pas faire autrement. Mais accompagner la personne, c'est l'accompagner dans sa décision, dans son avancement, dans son autonomie. Pourquoi ça peut être aussi important de ne pas faire toujours à la place? Alors on sait que, et c'est une transition qui est difficile, que quand il était enfant, l'enfant autiste, il avait besoin de faire à la place. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent dans des structures un peu avec des parents qui ont l'habitude de faire à la place de l'enfant parce que ça a été une habitude, parce que c'est comme ça que l'enfant a progressé. Il se trouve qu'il faut réussir un peu à passer l'étape qui est un peu plus compliquée et surtout se référer effectivement à la question de la norme que la personne autiste n'a pas. Je vous donne encore cet exemple que j'ai retrouvé il y a quelque temps, qui était une personne autiste qui est venue à une structure d'accompagnement, et qui n'avait pas de moyen de rentrer chez elle. Pour l'accompagner, pour l'aider, un professionnel lui a proposé de la ramener chez elle, sans préciser rien de plus, juste en disant, bon, bah, c'est un petit peu une exception, mais je vais faire ça. La personne autiste s'est mis ça comme un repère, comme une référence. Comme pour beaucoup de personnes autistes, il n'y a pas le référentiel à l'autre. La théorie de l'esprit est compliquée. Cette question un peu de la norme ne s'est pas posée. Pour elle, la personne autiste, c'est devenu normal que la personne accompagnante la ramène chez elle et fasse 1 heure de déplacement pour la ramener chez elle. Ce qu'elle a fait la fois suivante, elle est revenue et elle a attendu qu'on la ramène chez elle. Et pour elle, c'était devenu un classique. Il fallait qu'on fasse ça puisque ça avait été déjà fait une fois. Où était le problème? Et quand on lui a dit que ça n'allait pas être possible, qu'elle allait trouver un moyen elle-même de rentrer, on a eu des troubles du comportement qu'on aurait peut-être pu éviter. Donc cette question de la norme, dès lors qu'on fait quelque chose, il y a des moments où on n'a pas le choix, mais la personne autiste n'ayant pas les référentiels, qu'est-ce que c'est que les autres, comment les autres fonctionnent, comment on fait dans la société, cette question de la norme, du coup, pose beaucoup de questions parce que du coup, quelque chose qui est apporté peut devenir tout simplement quelque chose de normal. Et donc, dans l'idéal, il faut vraiment préciser ces moments assez exceptionnels, même si ça ne suffit pas de les préciser, il faut les éviter. On est bien conscient qu'il y a des moments où il n'y a pas le choix. Étape par étape, ça aussi, une fois qu'une étape est accomplie, on consolide, on ne passe pas à la suivante immédiatement. On fait les étapes, chaque chose en son temps. Lorsqu'on a l'habitude, quand quelque chose est acquis, de passer à la suivante, pas forcément. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut pas consolider? Voilà, c'est vraiment une question essentielle. On peut prendre aussi comme appui les intérêts spécifiques. Les intérêts spécifiques sont une vraie source de plein de choses, on verra en quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider dans l'accompagnement de la personne. C'est une ressource, c'est une force. Ça n'est pas juste, on va dire, des choses un peu, quelque chose d'un peu obsessionnel, comme souvent on le dit. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut prendre appui. Justement, je rebondis par rapport à l'intérêt spécifique en lien avec une question qui a été posée sur comment accompagner l'adulte autiste à supporter des modifications de planning, comment les amener à plus de souplesse, exemple terminer après l'heure théorique, comment reporter une activité prévue à un autre moment. Donc justement, c'est un peu en lien avec la slide suivante, puisque la régularité de l'accompagnement et de la prise en charge, ça favorise le développement des compétences de la personne, donc cognitives et autres, et ce qui fait que par la suite, il va y avoir comment dire, des capacités d'adaptation. Donc, en fonction de ce qui va être demandé, en fonction de ce qui va se passer, si la personne a l'habitude, si l'accompagnement est régulier et a permis de travailler sur certains changements et des imprévus, la personne sera en confiance et ça risque d'être parfois compliqué, bien sûr, mais elle va être en confiance et ça va permettre justement de travailler sur cette flexibilité puisque bien, lorsqu'on travaille sur la flexibilité, ça peut être compliqué, puisqu'il est vrai que, admettons, on accompagne un jeune, on lui dit, par exemple, moi j'accompagne une personne, aujourd'hui je lui dis, bon ben la piscine est fermée, on ne va pas à la piscine, donc on met une croix sur le picto piscine,
pourtant ça fait un petit moment que je l'accompagne, et ben, il est vrai qu'il peut y avoir des moments où il y a encore des troubles du comportement. Donc, parce que ben, pour lui, la frustration a été difficile à gérer, il y a eu un peu d'incompréhension ou autre, ou une grosse envie vraiment d'y aller. Et il y a des moments où ben, on peut dire, bon, ben, on ne va pas à la piscine, on propose autre chose, quelque chose de plaisant. Parce qu'il est vrai que si on lui dit, bon, on ne va pas aujourd'hui à la piscine et qu'on fait par exemple du travail cognitif qu'il apprécie peu pendant 1 heure, pour lui, en fait, c'est pas gagnant-gagnant. Donc, de proposer quelque chose qui répond, enfin, que la personne apprécie, c'est toujours, c'est un petit peu mieux lorsqu'il y a des choses qui sont imprévues. Après, c'est sûr que quand c'est imprévu, des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais le fait d'être rigoureux dans l'accompagnement, dans la prise en charge et d'être fréquemment avec une personne, il y a un lien de confiance qui s'installe. Peu importe s'il y a un trouble du comportement et autres. Et par rapport au trouble du comportement, par exemple, si la personne voit que ce trouble du comportement a été géré, ce trouble du comportement, la personne qui est face à lui ou à elle arrive à gérer ce trouble, par la suite, on a franchi encore une autre étape et on peut encore avancer différemment et ensemble dans l'accompagnement. Si ça répond à la question. Alors, le scénario social, encore une fois, il permet de s'adapter à des situations donc sociales, des routines quotidiennes. Et, il sert à des fins de compréhension, donc de comprendre les attentes implicites avec des informations explicites. Ça permet aussi une prévisibilité, au même titre que l'emploi du temps ou autre, d'anticiper et d'organiser les séquences de travail pour éviter justement cette anxiété qui peut parfois mettre la personne en échec. Ça permet aussi de favoriser l'autonomie, de mieux comprendre les comportements qui sont appropriés et favoriser donc cette autonomie dans la réalisation de tâches et d'habilités sociales. Et ça favorise aussi la communication. Ça permet d'améliorer cette communication en fournissant un langage visuel et textuel pour éviter, encore une fois, d'avoir des consignes verbales et d'être, entre guillemets, indispensable. Si on est avec la personne, elle va réussir à réaliser ce qui est demandé et si elle est seule, elle ne pourra pas. Et l'objectif, c'est toujours de rendre la personne le plus autonome possible. Donc effectivement, pour tout ce qui est contexte social et scénario social, il faut vraiment préciser l'importance du contexte. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui va voir une personne autiste qui va voir une personne donner une fleur à quelqu'un d'autre, il va voir que c'est très bien perçu, va peut-être faire pareil avec une personne qu'elle connaît pas, alors que le contexte peut être très important. Donc c'est là où il faut vraiment travailler avec la personne autiste sur les différents contextes sociaux pour vraiment rappeler que dans une situation, la même situation avec les mêmes personnes, eh bien dans une autre situation, ça ne donne pas du tout le même résultat. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui peuvent être faits avec la personne, c'est les rapports sociaux travailler sur le fait que les individus ne sont pas mathématiques. Alors pour beaucoup de personnes autistes, elles aimeraient que les individus soient mathématiques, que les rapports sociaux soient mathématiques. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. L'exemple typique, 1 + 1 = 2. Pour les relations sociales, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Et il faut préciser aussi qu'il y a le rationnel, il y a il y a la réalité des choses, il y a ce qui se passe, mais il y a aussi le fait qu'il y a les émotions. Et nous sommes tous des êtres émotionnels, les personnes autistes ne sont pas différentes là-dessus. Elles sont aussi des êtres émotionnels. Donc c'est vraiment rappeler l'importance de l'émotion de l'autre. L'émotion de l'autre qui fait que bah, si vous dites quelque chose, si la personne autiste va dire quelque chose de blessant, eh bien ça ne va pas être perçu comme ça n'est pas vrai, ça va surtout être perçu comme c'est blessant. Et c'est là où il faut vraiment mettre en avant l'importance de la réciprocité. Moi, en tant que personne autiste, une phrase qui a, on va dire, changé ma vie, alors ça ne marche pas forcément avec tout le monde, hein, mais c'est qu'on m'a dit, si tu ne t'intéresses pas à l'autre, pourquoi l'autre s'intéresserait à toi? Et ce sont des phrases toutes bêtes, mais c'est des phrases qui permettent de rappeler que la réciprocité, c'est important. Si on veut que la personne puisse être en relation avec nous, il faut qu'aussi qu'on ait un intérêt pour l'autre personne. Et effectivement, là où si quelqu'un vous dit quelque chose de blessant, vous allez vous dire oui, mais là c'est blessant. Dans une autre situation, on dira c'est la vérité. Donc c'est là le rapport par rapport à la personne autiste qui doit comprendre que quand elle dit la vérité, il y a aussi un aspect qui peut être blessant. Et remettre ça en contexte, peut-être en faisant des parallèles. Ça peut marcher avec beaucoup de personnes autistes. Ces parallèles de dire, bah, si toi ça te blesse qu'on te dise ça, ne le dis pas à la personne et remettre un peu les rôles inversés pour voir comment la personne réagirait. C'est des situations que j'ai vues qui ont pu démêler des situations sociales que j'ai pu apercevoir. Donc, toujours en lien avec le scénario social, euh,
Donc là, on peut voir une personne qui, au préalable, a réalisé donc un travail cognitif. Donc l'objectif, en fait, c'est de mettre du sens à ce qui est réalisé et de démontrer aussi qu'à tout âge, on est en capacité d'apprendre. C'est une personne qui a une soixantaine d'années. Donc la personne est en train donc de préparer. C'est une personne qui a un grand intérêt pour le café. Donc, on est parti sur le fait de proposer un atelier collectif autour de ça. Donc, il prépare ses dosettes de café lui-même. Il aime beaucoup aussi l'odeur du café. Donc, c'est aussi de travailler un petit peu au niveau sensoriel, de faire quelque chose de plaisant tout en travaillant. Donc, il prépare ses dosettes de café et par la suite, il va préparer lui-même son café. Donc là, au début, nous l'avons fait donc avec des pictogrammes et par la suite, il n'a plus besoin de cette séquence de travail en pictogramme puisqu'il a mémorisé donc les étapes qu'il y avait à réaliser pour la préparation du café. Et à la suite, suite à ça, voilà, pour lui, ça a du sens puisque ça se termine par quelque chose de plaisant, donc boire ce café. Les scénarios sociaux peuvent également permettre de travailler différents points, notamment pour l'accès aux soins, puisqu'on sait que ça reste relativement compliqué d'amener des personnes vers le soin. C'est vrai qu'il y a des jeunes là qui devaient faire, là c'est, en l'occurrence c'est un jeune qui devait faire une prise de sang, qui avait eu un grand traumatisme avec des personnes qui étaient en blouse blanche, qui avaient eu pour qui c'était très compliqué. Donc, nous avons travaillé ça au préalable avant d'aller au laboratoire. Ça a été mis en place en travail sur table et renforcé par la suite. Donc, l'idée, c'était de séquencer les différentes étapes, encore une fois, hein, de cette prise de sang. Ça n'a pas été simple au départ, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille, il y a des personnes sur l'extérieur avec qui on travaille qui justement comprennent un petit peu qu'il faut parfois beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'on peut aller au laboratoire 10 fois et la prise de sang sera faite au bout de la 11e fois, parce que l'objectif aussi c'est d'appréhender le lieu, un lieu nouveau, des personnes nouvelles. Et toutes ces choses-là, ça reste aussi, ça peut être relativement compliqué. Et surtout voilà, quand il s'agit de toucher le corps d'une personne, ça reste difficile. Donc l'idée, c'est aussi de favoriser l'accès aux soins à travers tout ce qui est séquentiel. Pour tout ce qui est scénario social, ne pas oublier qu'on ne formate pas la personne. On ne fera pas de la personne autiste quelqu'un qui ne l'est pas. Alors ça peut être une phrase qui peut paraître évidente. Je l'entends très souvent des personnes, tout le monde qui me dit effectivement, mais non, on ne va pas formater la personne autiste, on sait qu'elle est autiste, on va accepter son autisme. Et dans les faits, on remarque qu'on est quand même en train d'essayer de lui demander toutes les étapes, toutes les démarches, tout ce qui est social, tout ce qui va être de l'ordre de la norme sociale. Regarder dans les yeux, s'asseoir un certain temps. Donc c'est pour ça qu'il va falloir en fait faire des impasses. Il y a des choses qui seront moins importantes, il y a des choses qui vont être trop difficiles à travailler. Tout n'est pas indispensable. La personne autiste ne sera pas comme tout le monde. C'est pas grave, c'est pas un souci. Personne n'est comme tout le monde d'ailleurs. Mais on va partir de l'indispensable, vraiment. Qu'est-ce qui va être important au moment T? Et puis après, on abordera l'essentiel. Qu'est-ce qui va être important dans un second temps? S'il y a des situations comme regarder dans les yeux qui ne sont pas indispensables, eh ben on fait l'impasse dessus. On ne demande pas aussi à la personne TSA d'aller contre nature. On verra qu'il y a des capteurs rouges des fois. C'est ça où il faut faire la différence entre ce que la personne autiste ne peut pas faire et ne veut pas faire. Et c'est toujours très difficile de faire la distinction. Mais il y a des moments effectivement où on avait cet exemple que Elodie avait donné à un autre moment, qui était que la personne autiste ne pouvait pas toucher du beurre. Pour elle, c'était vraiment... Et dans ce cas, on ne va pas lui demander de travailler sur sa phobie du beurre. Ça n'est pas indispensable. Là, dans ce cas-là, il y a vraiment une lumière rouge, donc on ne va pas travailler là-dessus parce que de temps en temps, pour une personne autiste, si vous forcez, vous cassez. Donc c'est des choses qu'on retrouve, cette rigidité d'esprit doit être assouplie, c'est sûr, mais sur des facteurs qui peuvent être travaillés. Et c'est là où il va falloir faire la distinction entre un nom qui est un nom de complaisance, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais en tout cas c'est l'idée, et un nom qui est un nom brut, qui est un nom où là, faut pas traverser la frontière. Voilà. On adapte à la fonction des limites de la personne et on travaille dans la temporalité. Alors ça, c'est un fait très important. Si vous dites à une personne autiste comment elle devra être à terme, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que vraiment, je vous donne mon exemple encore une fois. Aujourd'hui, je pense être totalement autonome. Vous m'auriez dit il y a 10 ans qu'il fallait que je fasse tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais perdu espoir. J'aurais juste dit c'est pas possible, j'aurais pas réussi, je me serais renfermé. Il y aurait vraiment eu une frustration. Et c'est là où on voit toute l'évolution qui est possible avec le temps.
La temporalité veut tout dire. Ce qui n'est pas possible avant pourrait être possible après. En même temps, tout n'est pas forcément possible non plus. Donc c'est là où il ne faut aussi éviter ces phrases de dire ça ne sera pas possible pour lui, on ne sait pas non plus. L'évolution chez les personnes TSA, comme chez beaucoup d'autres personnes, peut aller au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Pour autant, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Pour tout ce qui est activité, tout ce qui est loisir, très important, c'est l'importance de l'activité en elle-même. Oui, la personne est autiste, mais vous n'allez pas la mettre avec d'autres personnes autistes sous prétexte qu'elles sont autistes, sauf si c'est des conditions spécifiques comme des groupes de parole, comme des groupes d'entraide mutuelle. Mais dans l'idée, essayez de voir qu'est-ce qu'il aime pour le mettre dans des activités qu'il aime. En fait, on remarquera que dès lors qu'il y a des activités qui sont vraiment en question, on aura dans des systèmes d'intérêt qui seront beaucoup plus importants. Je vous donne cet exemple cette personne autiste, deux personnes autistes qui étaient un peu isolées, et l'université s'est dit, bah, on va les mettre ensemble. Et bah, ils se sont rapprochés, ils ont organisé un café ensemble, et les deux personnes autistes ont dit que ça a été les pires 30 minutes de leur vie parce qu'elles n'avaient rien à se dire. Elles étaient autistes, ça s'arrêtait là. Elles n'avaient rien de plus en commun. On puise sur l'intérêt spécifique, comme on l'a dit, c'est une ressource, c'est une force, c'est un repère. Oui, c'est aussi une obsession d'une certaine façon, mais c'est une ressource, ça permet de se ressourcer, c'est-à-dire que si vous enlevez l'intérêt spécifique chez la personne autiste, c'est fini. Elle a plus de repères, elle peut plus se ressourcer. Voilà, donc il y a vraiment cet intérêt bien important, et de la force aussi. C'est quelque chose qu'il peut apporter dans ses domaines de compétences. Ça n'est pas juste quelque chose qu'il faudra modérer, ça par contre ce sera important, mais c'est vraiment une force également. Modérer l'intérêt spécifique, on avait l'exemple d'une personne autiste, tout allait bien dans son travail, tout était parfait, il était très accueilli, très intégré. Il se trouve qu'ils se sont retrouvés effectivement dans une situation où il ne pouvait plus aller au travail. Pourquoi? Parce qu'il faisait son intérêt spécifique jusqu'à 5 heures du matin. Il avait pris cette habitude en dehors du temps de travail où on s'était dit, bah, il n'y a pas de souci. Et en fait, cette habitude, il n'a pas réussi à l'arrêter. Et ça a été très compliqué pour arrêter ça en même temps qu'il y avait une activité de travail qui était à côté. Donc l'intérêt spécifique, est-ce qu'il pourra savoir modérer son temps? Bah, pas forcément. C'est vraiment un travail qui doit être fait dans la souplesse. Bah, ça n'est pas simple et c'est surtout progressif. C'est pas du jour au lendemain, on dit, bah, tiens, on arrête ça, on fait plus comme ça. Les renforçateurs, donc direct, si c'est en lien avec son intérêt spécifique, c'est parfait, on a un renforçateur. Si ça n'est pas en lien direct, on peut aussi associer l'idée. Les associations d'idées sont des choses qui marchent très bien. Je donne l'exemple, Elodie disait par exemple que quand on apportait quelqu'un avec une blouse, la personne allait avoir l'idée de la mauvaise expérience qu'elle avait eue. L'effet inverse est tout aussi possible. À savoir que si la personne autiste, effectivement, vous associez après un événement bien spécifique qui est un peu difficile, un renforçateur, quelque chose d'agréable comme une crêpe, je donne un exemple, voilà. Eh bien, dans ce cas, ce sera associé. L'idée sera associée. On peut faire ça régulièrement. On peut mettre en place des sortes de rituels qui sont des choses qui plaisent beaucoup aux personnes autistes. Et dans ce cas, il associera l'idée avec quelque chose de positif. Donc, ça marche dans le sens négatif, ça marche aussi dans le sens positif. Et pour finir, tout ce qui est association, ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Il y a beaucoup d'associations, on retrouve beaucoup de personnes autistes dans les associations, que ce soit les groupes d'entraide mutuelle spécifiques au TSA qu'on retrouve de plus en plus souvent, de plus en plus nombreux. Le médico-social, s'il faut, l'éducatif va être important à un moment donné, mais on peut aussi trouver des associations en dehors du médico-social dès lors que c'est dans un intérêt qui le passionne. On verra qu'effectivement, vous mettez une personne autiste dans une association d'échecs, mais il aura peut-être un peu de soucis avec ses pairs, mais il aura des choses à échanger avec eux. Et ça se passera beaucoup mieux qu'ailleurs, généralement. Pour les activités, on favorise l'indépendance, comme on l'a dit, si elle est possible dans la temporalité. On fait étape par étape, on ne passe pas directement à la suivante, on consolide, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et la complexité des tâches n'est pas uniforme, ça c'est peut-être un point qui est très important. Ce qui vous semble facile pour vous n'est pas forcément facile pour elle. Et s'il y a quelque chose qui est acquis, peut-être que quelque chose que vous pensez qui est acquis par extension ne l'est pas forcément. S'il s'est multiplié, il ne s'est pas forcément additionné. Donc c'est des choses qu'on retrouve dans la tâche du quotidien. Qu'est-ce que ça change? Bah, je vous donne cet exemple effectivement qui est de faire la cuisine. Bah, faire la cuisine, ça peut paraître très simple pour beaucoup de personnes. Vous aurez des personnes autistes qui peuvent être doctorantes sur un sujet et ne pas savoir faire la cuisine. Donc ce qui vous semble facile, plus ça semble facile, plus il faudra l'expliquer, le décortiquer. Ne lui dites pas d'aller chercher un élément dans un meuble qui est le troisième étage en dessous du tiroir. Ça peut paraître simple, c'est très compliqué, c'est plein d'informations différentes. Donc plus la tâche va être considérée comme simple, plus il faudra la décortiquer pour être sûr que c'est compris. Donc ça, les complexités de tâches, quelque chose qui est simple, quelque chose qui est compliqué, ça ne marche pas pour les personnes autistes.
C'est justement en lien avec l'activité, l'autonomie dans la préparation du départ, puisque là, par exemple, les personnes qui sont sur les photos partent d'une habitation partagée où ils réalisent des séjours mensuellement. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, on va préparer la valise pour le retour. C'est vrai que le jeune homme, si on lui avait dit, va, prépare ta valise, range tes affaires dedans, range ta valise et enfin, ferme-la et pose-la dans le couloir, ça aurait été beaucoup compliqué, beaucoup trop compliqué. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on associe aussi quelque chose d'agréable, donc qui renforce le comportement, puisque il sait, il a assimilé la valise et le départ à un retour à la maison. Donc il est content de rentrer chez lui après cette semaine. Donc du coup, pour lui, il prépare la valise et ça c'est associé à quelque chose de plaisant, comme disait Thomas précédemment. Et idem pour le jeune homme qui est en train donc de faire le lit, c'est justement pour lui, il enlève tout ce qui est sur, il a enlevé la housse de couette, il a tout enlevé, etc. Et il sait que par la suite, il rentre à la maison, quelque chose qu'il apprécie également. Mais tout ça, ça a été fait progressivement. Euh, et on se connaît depuis un petit moment, donc c'est des personnes qui ont confiance et qui savent que bon ben voilà, on va pas lui dire on va faire le lit le soir même, on doit refaire le lit, on doit rester sur place. Non, c'est quelque chose que ne pas. Je trouve que c'est important aussi parce que des fois moi j'ai pu le rencontrer dans mes précédentes expériences, mes différentes expériences, c'est que on peut dire bon ben voilà, je vais mettre des choses en place et finalement le renforçateur ah ben je l'ai pas donc je peux pas le donner. Ah ben finalement, on a mis 15 minutes sur le timer, on rajoute 5 minutes parce que l'activité n'est pas terminée. Et en fait, on se rend pas compte, mais cette confiance-là, elle va être cassée. Peu importe que je pense, après, je sais pas, mais une personne a une déficience intellectuelle ou autre, à partir du moment où on s'engage sur quelque chose et si on revient dessus, après, sauf cas de force majeure, bien sûr, il y a toujours des imprévus. Mais il est vrai que lorsqu'on on dit quelque chose, de préférence, il faut s'y maintenir parce que cette confiance-là, on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais petit à petit, ça va être cassé et la personne aura tendance à moins vouloir venir avec vous ou à être moins disponible lorsque vous l'encadrez. Bon, toujours en lien avec des activités domestiques. L'idée aussi des jeunes, c'est par la suite, pour ces jeunes-là, c'est d'intégrer en fait une habitation partagée pour pouvoir justement être peu nombreux et vivre, de gérer justement leur quotidien du matin jusqu'au soir, à savoir ce qui inclut les activités et tout le déroulement d'une journée. Donc, ils doivent être en capacité, à leur niveau, de réaliser des tâches en lien avec les activités domestiques, ce qui fait partie de l'habitation partagée. Donc, ne serait-ce que de passer l'éponge, passer l'aspirateur. Ce ne sera pas parfait, mais c'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas d'effet du logis, on demande juste de participer et encore une fois, de rendre la personne actrice de sa vie à son niveau, peu importe ce qu'elle fait, mais il faut qu'elle participe et qu'elle soit actrice de sa vie. Donc toutes ces activités qui ont été illustrées depuis tout à l'heure, ce sont des activités qui permettent aussi de favoriser la socialisation et le travail, puisque c'est des choses qui ont été faites petit à petit. Et par la suite, ça a pu être donc généralisé et ça a pu aussi être fait dans des endroits où les personnes avaient un petit peu comment dirais-je, était un peu moins à l'aise. Par exemple, là, il peut y avoir la première image, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir du monde, il peut y avoir des bêtes, il peut y avoir, là, c'est un jeune homme qui a peur des chiens, il peut y avoir des chiens qui courent partout. Mais à force de travail, de rigueur il arrive maintenant à prendre sur lui. Donc, c'est des choses qui favorisent sa socialisation, parce que s'il va se balader avec ses parents et que il va en forêt et qu'il voit des chiens et qu'il part en courant et qu'il se met en danger, ça reste compliqué. Et tout de suite, on peut se dire, ah ben mince, il est sorti, il s'est mis en danger, on ne sort plus. Et justement, non, il faut essayer de voir qu'est-ce qui a été mis en place et qui ne correspondait pas et où est-ce que nous avons, entre guillemets, fauté pour essayer de rattraper un petit peu et de voir s'il y a eu un trouble du comportement, il y a forcément une raison et qui a été causée par quelque chose. Donc, en lien avec la socialisation. Donc là, encore une fois, c'est pour illustrer la généralisation, les apprentissages, puisque là, c'était bien avant que les jeunes hommes fassent la formation de commis de cuisine. Donc, ils ont participé à un atelier pâtisserie dans un établissement scolaire, dans un collège, et ils étaient avec des autres collégiens qui étaient tuteurs, justement. Et l'objectif, c'était de sensibiliser aussi
euh, à l'autisme et de montrer qu'on pouvait être en capacité de faire des choses malgré que l'on soit non-verbal, parce que ce sont deux personnes qui sont non-verbales, mais qui avaient au préalable, qui avaient auparavant des troubles du comportement, mais maintenant, à force d'accompagnement et d'aller vers l'extérieur, ils ont pris confiance en eux et tout se passe bien. Alors oui, pour renforcer les comportements. Alors j'ai bien vu les questions, je pense qu'on attendra effectivement la fin de la formation qui est dans une dizaine de minutes pour effectivement répondre aux deux questions qui sont en suspens. Ah On oui. comprend appui effectivement sur les intérêts spécifiques. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir avancer, c'est vraiment une force. Je n'arrive pas à enlever le. Bon, c'est pas grave. Donc c'est vraiment prendre appui sur ces intérêts pour vraiment en tirer des avantages et une progression. C'est vraiment quelque chose qui marche, hein. On disait souvent avant que tout ce qui était un peu indirect marchait moins pour les personnes autistes. On remarque que dans l'éducation, c'est pas forcément vrai. Voilà, on valorise et on encourage tout ce qui, tous les, tout ce qui sont les évolutions, même si elles paraissent minimes. Alors là, c'est toujours la petite difficulté de trouver le juste milieu, ne pas être trop condescendant, ne pas être trop, on va dire, dans le rapport de l'apprenant et de l'apprenant et de celui qui apprend, dans le sens où il faut aussi qu'il y ait une égalité qui puisse se créer avec la personne. La personne ne doit pas toujours être en apprentissage. Donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu, mais pouvoir le valoriser en disant, bah, tiens, il y avait une évolution là-dessus, sans en faire non plus tout un plat. Mais ça peut être vraiment des choses à mettre en avant, même si ça vous paraît minime. Pour lui, c'est peut-être pas minime. Donc, vraiment, il faut mettre ça en avance. Notamment avec tout ce qui peut être intérêt spécifique. Si vous lui dites, je suis fier de toi, ça ne marche pas avec toutes les personnes autistes. Même si ça peut être aussi un facteur d'évolution pour la personne, en tout cas, ça n'est pas. Faut vraiment trouver quelque chose de pertinent. On y viendra après. Ne pas lancer la machine à effort, très important. J'ai entendu beaucoup de familles qui me disent à partir de demain, on fait tout bien. Non, ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas avec une personne qui n'est pas autiste. Ça ne marche encore pas davantage avec une personne qui est autiste. Il faut y aller progressivement. S'il y a des choses effectivement qui sont compliquées, euh, il va falloir vraiment pouvoir travailler sur comme on disait, l'indispensable, puis après l'important, mais ne pas se dire à partir de demain, on fait tout bien, on met tout en place, on met tous les pictogrammes. Allez-y doucement en fonction de la situation, en fonction de ce qu'il y a à faire. Restez plutôt pragmatique par rapport à ce qui l'intéresse lui, comme on l'a dit. Si effectivement pour une personne autiste qui a du mal à trouver un intérêt chez l'autre, on va dire, bah, tout ce qui va être intérêt un peu encouragement par rapport à la personne peuvent être plus difficiles, peuvent être moins perçus, peuvent être moins pertinents. Donc ne pas hésiter effectivement à mettre en place des renforçateurs différents, notamment par rapport à son intérêt spécifique, même si c'est alimentaire. On l'a pas dit tout à l'heure, mais si c'est alimentaire, c'est pas grave. On peut dire que c'est dommage qu'il y ait un renforçateur qui soit alimentaire. Et ben, s'il faut passer par là, il faut passer par là. Si ça marche, le principal, c'est de voir comment les choses évoluent. Et donc, tout est possible. Ne pas sauter les étapes, on l'a dit, consolider plutôt que démultiplier. L'idée, c'est pas de mettre des poids d'un coup sur la personne pour d'un seul coup lui mettre tout sur les épaules en disant ça y est, on avance. L'idée, c'est de faire les choses progressivement pour que ça émerge. C'est comme se brosser les dents, c'est une habitude qui se prend avec le temps qui se fait. Ça n'est pas quelque chose où d'un seul coup on se dit à partir de demain, on l'a fait à 100%. Donc, renforcer les comportements, donc les activités de loisirs et renforçateurs, c'est vrai, en lien avec ce que disait Thomas auparavant, même si c'est alimentaire, ça reste un renforçateur, mais c'est pas forcément, parfois, ça peut être mal perçu, un renforcement alimentaire, un renforçateur alimentaire, puisqu'on peut dire, bon, ben voilà, comme il a fait ça correctement, on lui donne un carré de chocolat ou autre. Mais au début, il faut bien comprendre que des fois, on a une base qui est vraiment compliqué. Donc, on essaye d'avancer petit à petit, par étapes, toujours en lien avec ce que disait Thomas précédemment. C'est pas demain on va tout faire correctement, demain on fait tout bien, on va tout mettre en place, etc. On y va vraiment à tâtons. On peut faire un pas en avant, on en fait 10 en arrière. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette persévérance et de se dire, bon, ça n'a pas fonctionné, on va essayer autre chose, etc. Là, par exemple, ces deux images-là, le monsieur d'une soixantaine d'années, il était en foyer d'accueil médicalisé, il a été dans différentes structures et il se mettait en danger parce qu'il sortait il sortait, en fait, il fuguait du foyer pour aller voler dans les poubelles et donc il mangeait ce qu'il y avait dans les poubelles. Et par la suite, donc il y a un travail qui a été mis en place pendant un certain nombre d'années. Mais donc c'est le monsieur qui faisait le café, qui préparait le café tout à l'heure. Là, il a donc réalisé une croisière pour ses 60 ans.
Il adore aller au restaurant, il aime beaucoup les bonnes choses, donc il est allé dans les restaurants vraiment étoilés et autres. Mais auparavant, ça n'aurait pas été possible puisqu'il aurait pris tout ce qu'il y a sur la photo à droite. Là, il aurait pris ce qu'il y avait sur le plateau, il aurait mangé directement. Mais justement, le renforçateur alimentaire, donc le restaurant, permet de tenir et ça permet aussi de travailler la temporalité. Puisque là, c'est un monsieur, par exemple, le timer, ça peut être un peu compliqué. Donc là, il a bien compris les différentes étapes. Donc pour aller manger au tout début, ça pouvait être le fast-food, quelque chose de rapide. Et ensuite, comme il apprécie justement les bonnes choses dans les restaurants étoilés, pardon, et il peut rester assis 1 heure et demie. Donc l'idée aussi, c'est de travailler sur le temps d'attente, la patience, avoir un comportement qui est socialement adapté, toutes ces choses-là. Et c'est renforcé par quelque chose d'alimentaire. Oui, c'est vrai, il est au restaurant. Mais après, comme je dis, ce qu'il y a, c'est que et avec les personnes qui ont un TSA, parfois on peut leur demander ou avoir des attentes qu'on peut trouver plus importantes que pour des personnes qui n'auraient pas un TSA. Et on peut se dire, mais c'est un peu étrange. Ah, mais non, mais lui, on va pas lui donner ceci parce que ah ben non, il va pas comprendre, etc. Mais c'est vrai qu'on peut renforcer avec tout ce qu'il aime. Et un renforçateur, en réalité, si on regarde bien, tout le monde est renforcé. Qu'on ait un TSA ou non, nous sommes renforcés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être renforcés par le salaire, il y a des gens qui vont être renforcés, enfin, des fois, en fin de semaine, on va au restaurant, ben, on est renforcé parce qu'on va aller au restaurant. Enfin, on a tous des renforçateurs, donc, ben, pour les personnes avec TSA aussi, ça fonctionne. L'importance des temps calmes. Alors, il faut un temps pour ces trois choses. Un temps pour travailler et apprendre, un temps pour socialiser, un temps pour se reposer. Ce sont trois temps bien distincts. Je vais devoir un peu aller vite sur ce sujet parce qu'on apporte un peu, on approche de la fin de la présentation. Mais pour faire très clair, lorsqu'il est avec les autres, ce n'est pas un temps de repos. Et ça peut être un temps qui est nécessaire, ça peut être un temps qui va être important. Beaucoup de personnes autistes, on dit souvent que les personnes autistes n'ont pas besoin des autres, ça n'est pas forcément vrai. Les personnes autistes, je retrouve beaucoup de personnes autistes qui sont en isolement social et qui ne le vivent pas bien, et des personnes autistes qui, à des moments spécifiques, sont seules et ça les arrange tout à fait. Mais il faut vraiment savoir que les pauses, en fait, il faut ni partir dans un extrême ni dans l'autre, se dire il va falloir qu'il fasse un temps pour se reposer sensoriellement, ou au contraire qu'il passe du temps avec les autres pour apprendre à socialiser. Il va falloir qu'il y ait les deux temps de pause, un temps pour être avec les autres, un temps pour se reposer. Voilà, donc ça c'est toujours, dès lors qu'on est avec quelqu'un, dès lors qu'une personne autiste est à l'extérieur de chez elle, elle est en travail. Travail sensoriel, travail social, c'est un travail. Un travail, c'est épuisant. Vous aussi, n'importe qui aurait un trouble du comportement si on vous mettait dans une situation de travail 24 heures sur 24 et que vous aviez juste pour dormir la nuit. Donc c'est là où il faut vraiment repréciser le contexte et tout ce qu'on va retrouver chez les personnes autistes, ça peut être lié au fait que bah, la situation est compliquée. Donc c'est cette double tâche permanente, c'est une énorme fatigue cognitive, ça a des conséquences. Alors là, donc, on était un petit peu donc sur l'importance du temps calme. Ça permet aussi de faire donc un reset, de repartir un petit peu à zéro. C'est vrai, comme disait Thomas précédemment, les personnes avec un TSA sont tout le temps sollicitées au niveau sensoriel, ces choses-là, au niveau cognitif. Donc ça reste quand même compliqué. Il y a besoin quand même de ces temps calmes qui permet de réduire un peu toutes ces stimulations et qui favorise un petit peu la régulation émotionnelle et améliorer aussi la concentration, donc pour repartir à zéro. Donc les environnements bruyants et surchargés, ils peuvent être aussi stressants pour les personnes avec un TSA. Donc l'idée, c'est de faire aussi un petit temps calme pour pouvoir avoir un temps de répit et de pouvoir repartir sur autre chose. Parce que par moment, on peut avoir des temps où tout s'enchaîne, c'est vrai, mais il faut aussi penser qu'il y a besoin de temps où il faut se poser pour pouvoir repartir. Alors, pour évaluer l'évolution des compétences, on a les ordres de grandeur qui sont à la fois des outils très utiles et en même temps des outils qui sont très subjectifs et très difficiles à appréhender pour les personnes autistes. Si vous dites à une personne autiste, par exemple, de combien elle a mal de 1 à 10, ça ne lui parle pas généralement et ça marche pour beaucoup de choses à quel point voilà elles peuvent être dans un domaine ça peut se passer ou un autre où ça peut ne pas se passer. L'auto-évaluation peut être très compliquée pour beaucoup de personnes autistes. Vous avez des personnes autistes qui vont penser que socialement ça se passe très bien et qui vont pas voir qu'elles sont en total décalage avec les autres, ou au contraire des personnes autistes qui sont en grande difficulté et qui ont l'impression qu'elles sont pas du tout à la hauteur alors qu'en fait elles sont très appréciées de leur entourage. Donc c'est là où pouvoir avoir une grille de lecture déjà de avant, après, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, peut être assez utile
pour commencer à donner des repères, même s'ils sont subjectifs, même s'ils sont flous pour les personnes autistes. Peu à peu, il commencera à les appréhender et on peut donner des repères. 10, c'est quand tu as eu le plus mal. 1, c'est quand tu as eu le moins mal. Voilà, des repères factuels pour que la personne autiste puisse avoir un repère. On guide, on fait à la place d'eux, on fait pas à la place d'eux. Bon, de temps en temps, il faudra guider, il faudra faire la place d'eux, mais c'est dans l'idéal, on guide. Et comme on l'a dit, les repères, c'était comment c'était avant. L'autodétermination est un mot qui vient beaucoup en vogue en ce moment, qui est très à la mode. Effectivement, l'autodétermination, ça peut être un facteur d'évolution pour la personne, qu'elle puisse décider pour elle. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne l'ont pas toujours été. Pour autant, il faut l'utiliser quand c'est pertinent. J'entends encore des personnes dans des structures, peu importe, hein, mais qui vont dire, ah oui, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, j'ai été dans l'autodétermination. Non, l'autodétermination, c'est le laisser faire. Et le laisser faire, des fois, ça n'est pas toujours pertinent, mais des fois, il faut prendre le risque, il faut essayer de travailler avec la personne, sachant que, peut-être point essentiel, si une personne autiste a une idée en tête, il sera peut-être difficile de l'en dissuader. Et là, je vais dire quelque chose d'assez difficile. Peut-être que des fois, s'il a une idée en tête et qu'il veut y aller, il va falloir qu'il se prenne le mur. Et pour qu'il se prenne le mur, le plus important, c'est d'être derrière pour rebondir très rapidement. Pas rebondir en proposant tout de suite une alternative, mais en étant là pour le rassurer, pour pouvoir être là pour lui, pour pouvoir être présent. Mais vous remarquerez avec beaucoup de personnes autistes que lorsqu'ils ont une idée en tête, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout des choses, parce que sinon, ils n'arriveront pas à décanter, à réussir à passer à autre chose. Dans ce cas-là, effectivement, la réalité de la vie sera un apprentissage dur, donc il faudra être très présent, mais vous ne pourrez pas, avec tous les mots du monde, l'empêcher de faire ce qu'il a besoin de faire. On sera aussi dans l'autodétermination dans ce cas, mais une autodétermination qui permettra au moins d'avancer ensemble après. Donc l'évaluation aussi passe par l'évaluation donc, des compétences. Donc par exemple, une personne a posé une question par rapport à un brossage de dents. Pour un jeune adulte, le pictogramme pour le rappel du lavage des dents ne fonctionne pas. Que puis-je proposer? Justement, est-ce que là, qu'est-ce qui a été évalué? Comment est-ce que ça a été évalué? Est-ce qu'il discrimine le pictogramme? Est-ce que c'est le fait d'enclencher, le fait de prendre l'initiative? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à évaluer à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que les objectifs, là, c'est une grille donc avec un seul objectif. On peut mettre un seul objectif pour voir, par exemple, où en est la personne. Au tout début, il y aura peut-être une guidance verbale par rapport à, peut-être qu'au tout début, ça va être, voilà, bah, va te brosser les dents. Par la suite, il y aura peut-être une autre guidance et ainsi de suite. Et petit à petit, ça va être diminué. Et la personne aura, peut-être avec le temps, hein, retenu un petit peu la consigne et pourra, parce que l'initiative, ça dépend. Parce que est-ce qu'on évalue, est-ce que la personne a des difficultés avec l'initiative? Donc ça, c'est encore autre chose. Ou alors, est-ce que c'est le brossage de dents qui n'est pas assimilé? Donc tout ça, encore une fois, ça s'évalue. Ça va aussi, hein. Donc là, il y a aussi la seconde grille. Donc, évaluer l'évolution des compétences et l'importance des guidances. Justement, ça permet de voir, bon, c'est une grille qui peut être utilisée par les professionnels et les intervenants, hein, toutes les personnes qui sont auprès de la personne, mais ça permet d'évaluer sur un peu plus longtemps. Là, c'est 2022-2023. Donc, la personne, est-ce qu'elle est en capacité de s'asseoir ou qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle tolère la présence du matériel, etc. Mais c'est pour une évaluation plus globale et sur une année entière. Mais c'est vrai que pour les autres évaluations, on peut les faire objectif par objectif. Donc, en conclusion, l'accompagnement au quotidien de la personne avec TSA nécessite une compréhension donc globale de la situation pour répondre aux besoins donc individuels. Et pour cela, il est essentiel de proposer un accompagnement régulier, comme on l'a dit tout au long de cette rencontre. La rigueur de l'accompagnement favorise le développement des compétences et permet de travailler sur les difficultés auxquelles certaines personnes peuvent être confrontées. Comme on disait tout à l'heure, lorsqu'une personne a un petit peu des difficultés dans ce qui est demandé, à force de le faire, à force de répétition, elle va gagner en confiance en elle. Et il est vrai qu'il reste quand même important de mettre des petits objectifs pour ne pas mettre la personne en situation d'échec. Parce que comme tout à chacun, lorsqu'on est en situation d'échec, on n'a pas envie de recommencer. Donc de petits objectifs, je dis petits objectifs, ça peut être perçu comme quelque chose, c'est pas petit pour nous, mais la personne pourra évoluer et on va pouvoir revoir après à la hausse ou à la baisse si elle est en difficulté ou pas. D'une manière générale, l'objectif est de favoriser la qualité de vie des personnes avec un TSA et de leur permettre d'évoluer dans un environnement rassurant et socialisant. Peu importe ce qui va être demandé, c'est vrai que l'objectif premier, à mon sens, c'est que la personne se sente bien dans sa vie
et n'est pas ça peut paraître un peu lourd, mais n'est pas à subir le collectif, à subir l'humeur de l'éducateur, à subir tout ce qui se passe autour de lui. À un moment donné, c'est voilà, de mettre des choses en place et de pouvoir avancer avec lui et lui permettre un peu aussi pas un peu, lui permettre de vivre sa vie pleinement. Et donc, à force de travail, parce que ça, ce sont des jeunes qui avaient, notamment un qui avait des gros troubles du comportement, pour qui c'était relativement compliqué de travailler et de se mettre à table. Et ben voilà, à force de travail et autres, il a appris à travailler avec une personne à côté de lui et il a intégré un peu un espace de coworking où il va et il travaille une fois par semaine des tâches de type exact. Et le jeune homme en premier, là, il est donc par la suite, justement, c'est en lien aussi avec un peu il se ressource un petit peu, il travaille dans un environnement un peu plus calme et si besoin, il ressort et il revient travailler avec les camarades.